Nos excuses tout d'abord parce qu'il a fallu retarder l'ouverture de l'audience. Il fallait prévoir certains aménagements pour les liaisons avec la télévision. Quelle est l'affaire? Il s'agit de l'affaire IT 97-24I, le procureur contre Kovacevic. Le président, les personnes qui utilisent les écouteurs m'entendent-elles et m'entendent-elles dans une langue qu'elles comprennent? Je crois que l'accusé devrait utiliser ses écouteurs. Monsieur, m'entendez-vous dans une langue que vous comprenez? Le président, je vous remercie. Nos débats sont enregistrés conformément au règlement du tribunal et le résultat de l'enregistrement sera disponible au public. Ceci en vertu d'une ordonnance que j'ai rendue ce matin. Quelles sont les comparutions? Maître Niemann, je m'appelle Grant Niemann. Je comparais en présence de Madame Urtz-Retzlaff en qualité de co-conseil et nous sommes assistés par le substitut d'audience, Madame Sutherland. Le président, merci, Maître Niemann. Your Honor, I'm Pantelic Igor. Monsieur le Président, je m'appelle Monsieur Pantelic. Je suis le conseil commis d'office pour Monsieur Kovacevic. Et pour le moment, je ne dispose pas d'un co-conseil. Le Président, je vous remercie, Maître Pantelic. Nous avons donc une audience de comparution initiale conformément à l'article 62 du règlement de procédure et de preuve. Maître Niemann, êtes-vous prêt à procéder et à entendre ce que va plaider l'accusé? Maître Niemann, oui, Monsieur le Président, merci, nous sommes prêts. Mais auparavant, avant de passer à l'acte d'accusation, j'aimerais attirer l'attention du tribunal sur une erreur typographique qui figure dans l'acte d'accusation. Il s'agit de la page 5 du dit acte d'accusation, et plus exactement du paragraphe 7. À la dernière ligne, on fait allusion ou référence au paragraphe 5. En fait, il devrait s'agir du paragraphe 4. C'est une coquille et je demanderai l'autorisation du tribunal pour apporter la modification à l'acte d'accusation. Le président, vous voudriez qu'il soit remédié à cette erreur, n'est-ce pas? Maître Pantelic, avez-vous une quelconque objection à cela? Maître Pantelic, non, Monsieur le Président. Le président, fort bien, dont acte. Ce sera donc une modification apportée pour erreur typographique. Maître Niemann, je vous remercie. Mr. Pantelic. Le président. Maître Pantelic, je suppose que vous avez reçu copie de l'acte d'accusation. Maître Pantelic, oui, Monsieur le Président. Le président. L'avez-vous lu ou en avez-vous donné lecture à votre client? Maître Pantelic, oui. Le président. Et pensez-vous qu'il a compris l'acte d'accusation? Réponse oui. Question. Avez-vous eu suffisamment de temps pour vous entretenir avec votre client? Réponse oui, suffisamment de temps. Malheureusement, mon client n'était pas en mesure de communiquer avec moi à part entière, étant donné ses problèmes de santé. Mais nous sommes prêts, malgré tout, en vue de cette comparution initiale. Le président, fort bien, et je suppose que votre client comprend la nature des charges portées contre lui, accusation de génocide au titre de l'article 4 du statut. Réponse de Maître Pantelic, oui, Monsieur le Président. Le président, merci. Mr. Kovacevic. Le président, Monsieur Kovacevic, veuillez vous lever. Pourriez-vous décliner votre identité complète?
Je m'appelle Milan Kovacevic. Birth? Et votre date de naissance, monsieur? 10. Je suis né le 10 février 1941. And Avez-vous reçu un exemplaire de l'acte d'accusation qui vous a été signifié? and you Et vous l'avez soit lu vous-même ou il vous en a été fait lecture dans une langue que vous comprenez? Ja sam ga pročitao sam. Je l'ai lu moi-même personnellement. and Mr. Maître Pantelic a été désigné en tant que conseil. En êtes-vous satisfait? Yes. Je le suis. And as a result of discussions with you, À la suite des discussions que vous avez eues à votre conseil, comprenez-vous la nature des accusations qui sont portées contre vous? En l'occurrence, il s'agit de génocide. Je comprends la nature de cette charge. and are you now ready Êtes-vous maintenant prêt à vous déclarer coupable ou non coupable? Tužbama nisam kriv, a za Je ne suis pas coupable de cette accusation et je remercie Dieu de me permettre de le prouver. Ainsi que ce tribunal. Thank you. You may Je vous remercie, monsieur. Vous pouvez vous rasseoir pour le moment. Pantelic, do you Maître Pantelic, faut-il donner lecture intégrale de l'acte d'accusation? Vous en avez le droit ou est-ce que vous êtes prêt à renoncer à ce droit? Maître Pantelic. Oui, je voudrais qu'il soit fait lecture de l'acte d'accusation. Le président, fort bien. Veuillez faire lecture, Monsieur Boss, des parties de l'acte d'accusation qui concernent l'accusé. Indictments. The prosecutor of Acte d'accusation. Le procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 18 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, accuse Simo Driacha et Milan Kovacevic de génocide. Contexte. À l'aube du 30 avril 1992, being said? le président, veuillez ralentir le débit de la lecture pour que tout le monde comprenne bien ce qui est lu. Monsieur Boss, contexte. À l'aube du 30 avril 1992, les forces des Serbes de Bosnie, sous la direction et le contrôle de la cellule de crise ou Krizni Štab de la municipalité de Prijedor, ont pris le contrôle de la ville de Prijedor. Cette prise de contrôle matériel de la ville et de toutes les fonctions municipales a été le point culminant de préparation commencée en secret en 1991, en conjonction avec les actions des Serbes de Bosnie dans toute la Bosnie-Herzégovine, et qui sont devenues déclarées au début de 1992, après l'annonce publique par l'Assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine de la République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, le 9 janvier 1992. Durant les semaines qui ont suivi le 30 avril 1992, la cellule de crise a mis en place ou autorisé des restrictions de plus en plus rigoureuses sur les conditions d'existence des non-serbes dans la municipalité de Prijedor. Tous les non-serbes occupant des fonctions dans l'administration municipale et qui n'ont pas exprimé publiquement un soutien sans réserve à la nouvelle administration et aux responsables serbes ont été licenciés de leur poste. Les entreprises et organismes économiques ont rapidement adopté cette même mesure, licenciant la quasi-totalité des employés non serbes. Des barrages routiers ont été érigés sur toute la municipalité, en particulier autour des villages à majorité non serbe et dans la ville de Prijedor. Ces barrages routiers
avait pour but d'empêcher les non-serbes de quitter les alentours de leur résidence ou de leur village. Tous les non-serbes ont constamment été exhortés à remettre toutes leurs armes et ont reçu des avertissements à ce sujet. Durant cette période, des mesures et des actions identiques ont été exécutées dans les municipalités de toute la République serbe autoproclamée en Bosnie-Herzégovine. Le 23 mai 1992, ouvert cette date, 3 semaines environ après que les Serbes de Bosnie se soient emparés par la force du contrôle de l'autorité administrative dans la municipalité de Prijedor, une attaque concertée a été exécutée par les forces serbes, y compris des unités de la JNA, des unités de la défense territoriale, des unités paramilitaires et des unités de la police, conjuguant un bombardement intensif par l'artillerie et des blindés, suivi par des assauts d'unités d'infanterie contre les secteurs occupés par les musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie dans la municipalité de Prijedor. Entre avril et juillet 92, des attaques suivant le même schéma ont été perpétrées par les forces serbes dans toute la Bosnie-Herzégovine et des milliers de civils musulmans ou croates de Bosnie, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été systématiquement rassemblés et internés dans des camps ou centres de détention. Ces camps d'internement étaient dotés en personnel et administrés par des membres des forces militaires et policières et leurs agents, sous le contrôle des autorités militaires et civiles serbes de Bosnie. En outre, des interrogateurs appartenant à la police et à l'armée serbe de Bosnie qui n'étaient pas spécifiquement affectés au personnel chargé de la garde des camps bénéficiaient d'un accès sans réserve à toutes les installations de détention et opéraient en conjonction avec le personnel assurant le contrôle de ces camps d'internement. Dans la municipalité de Prijedor, la majorité des résidents musulmans et croates qui avaient survécu à l'attaque initiale s'étaient enfuis de leur maison et furent arrêtés par les forces serbes et bosno-serbes. Ils furent alors contraints de former des colonnes et d'aller à pied en direction de l'un ou l'autre des camps de prisonniers ou centres de détention que les autorités serbes de Bosnie avaient établis dans la municipalité. Les forces serbes et bosno-serbes ont retiré de nombreux musulmans et croates des colonnes, les ont tués ou battus sur place. Après avoir été conduits à des points de rassemblement, la plupart des prisonniers ont été amenés au camp d'Omarska, de Karaterm ou de Ternopolje. Un certain nombre de prisonniers, hommes et femmes, ont été emmenés au poste de police de Prijedor pour interrogatoire avant d'être internés dans un camp ou libérés. Alors qu'ils se trouvaient au poste de police, de nombreux détenus ont subi de graves sévices, tant physiques que psychologiques. Durant les semaines qui suivirent, les forces serbes et bosno-serbes ont continué de rassembler les musulmans et les croates de Kozarac, de la ville de Prijedor et d'autres endroits dans la municipalité et les ont internés dans les camps à Omarska, Karaterm et Ternopolje. La dernière attaque menée sur une grande échelle par les forces serbes et bosno-serbes dans la municipalité s'est déroulée le 20 juillet 1992, ouvert cette date, contre les villages à majorité musulmane dans la région connue sous le nom de Brdo, sur la rive occidentale de la rivière Sana. Bon nombre des personnes qui avaient réussi à ne pas être capturées après les attaques menées contre les autres régions de la municipalité en mai 92 s'étaient réfugiées dans le secteur de Brdo. Les personnes qui ont survécu à l'attaque contre ce secteur de Berko ont également été emmenées au camp d'Omarska, de Karaterm et de Ternopolje. Le camp d'Omarska était situé dans une partie d'un complexe minier où l'on extrayait le minerai de fer. Le camp de Karaterm était établi dans la partie désaffectée de l'usine de carrelage de Karaterm. Le camp de Ternopolje était un ensemble de plusieurs bâtiments dans le village de Ternopolje, comprenant une école, un cinéma et un centre culturel, ainsi que les prés qui les entouraient. Dans la partie du complexe minier d'Omarska que les autorités serbes de Bosnie ont utilisé en tant que camp, les autorités chargées du camp ont généralement confiné les prisonniers dans 3 bâtiments différents.
le bâtiment administratif où se déroulaient les interrogatoires et où la plupart des femmes étaient incarcérées, le garage ou hangar et la Maison Blanche, un petit bâtiment où des sévices particulièrement brutaux étaient infligés, et une cour bétonnée située entre les bâtiments et appelée Pista. Il y avait un autre petit bâtiment connu sous le nom de Maison Rouge où les prisonniers étaient parfois emmenés, mais dont ils ressortaient rarement en vie. Bon nombre des intellectuels, membres de professions libérales et responsables politiques musulmans et croates de Prijedor ont été envoyés à Omarska. Une quarantaine de femmes ont été internées dans ce camp et tous les autres prisonniers étaient des hommes. Au camp de Keraterm, les prisonniers étaient internés dans une partie d'un long bâtiment constitué de 4 grands entrepôts initialement consacrés au stockage du carrelage fabriqué dans cette usine. Les prisonniers appelaient ces entrepôts les salles 1, 2, 3 et 4. Tous les prisonniers de Keraterm étaient des hommes, généralement en âge de combattre, c'est-à-dire âgés de 16 à 60 ans. Le camp de Tornopolier comprenait un groupe de bâtiments, notamment une école et un centre culturel communautaire. La majorité des femmes, des enfants et des personnes âgées ont été internés dans ce camp. Les membres d'un certain nombre de familles ont réussi à ne pas être séparés ou ont été autorisés à demeurer ensemble et ont été internés donc ensemble à Tornopolier. Un certain nombre de musulmans et de Croates de Bosnie détenus à Tornopolier se sont rendus au camp parce qu'il était beaucoup trop dangereux de demeurer dans les villes et villages où ils résidaient. Après la fermeture de Marska et de Keraterm, les prisonniers qui avaient survécu ont été transférés dans les camps de Tornopolier et de Maniacha. Le président. Un instant, je vous prie. Maître Pantelic, je suppose que vous jugerez opportun de réduire la lecture de l'acte d'accusation aux parties de cet acte qui concerne votre client. Maître Pantelic, Monsieur le Président, si vous me le permettez, je demanderai que l'acte d'accusation soit lu dans sa totalité après la pause que vous venez de demander, car mon client devrait se familiariser avec le contenu de cet acte d'accusation. Le Président, vous souhaitez que, y compris les parties qui ne concernent pas votre client, lui soient lues, Maître Pantelic. Oui, je souhaite que les parties qui ne concernent pas mon client soient supprimées, ne soient pas lues. Le juge Stevens, c'est exactement ce que je voulais dire, qu'il n'en soit donc pas donné lecture. Pas d'objection, Maître Niemann. Maître Niemann, non. Le Président, merci, Monsieur Boss. Pouvez-vous continuer la lecture? Le greffier, je ne lirai donc pas les paragraphes 1 et je passerai directement au paragraphe 2. Milan Kovacevic, alias Micho, est né en République de Bosnie-Herzégovine. En 1992, il occupait les fonctions de président du conseil exécutif de la municipalité de Prijedor et était membre de la cellule de crise de cette municipalité. Il exerce la profession d'anesthésiste et est actuellement directeur de l'hôpital de Prijedor. Responsabilité du supérieur hiérarchique. Je ne donnerai pas lecture des paragraphes 3, 4 et 5 et je reprends la lecture au paragraphe 6. Durant la période allant du 29 avril 1992 au 31 décembre 1992, Milan Kovacevic était à la fois membre de la cellule de crise de la municipalité de Prijedor et président du conseil exécutif de cette même municipalité. Dans son rôle en tant que membre de la cellule de crise, Milan Kovacevic faisait partie de l'organe exerçant le pouvoir exécutif dans la municipalité de Prijedor pendant toute la période concernée par le présent acte d'accusation, ainsi que de l'organe décrit au paragraphe 4 ci-dessus. En tant que président du conseil exécutif de la municipalité de Prijedor, Milan Kovacevic occupait le deuxième poste de la cellule de crise au plan du pouvoir déjouré. Il était la personne chargé d'organiser dans le détail les visites des camps par les journalistes et de fournir l'essentiel des informations relatives aux camps
lors des réunions d'information organisées avec les visiteurs auprès de la cellule de crise. Le président. Je pense, Monsieur Boss, que vous devriez continuer la lecture en incluant les références aux autres accusés. Accusation. Chef d'accusation génocide. Entre avril 1992 et janvier 1993, Simo Doljacha, Milan Kovačević ont, sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, par leurs actes et omissions, commis un génocide. À compter du printemps de 1992, la cellule de crise de la municipalité de Prijedor, y compris Simo Doljacha et Milan Kovačević, a planifié, organisé et exécuté la création d'un certain nombre de centres de détention ou camps, y compris les camps d'Omarska, de Keraterm et de Tornapalje. Ces camps étaient pourvus en personnel et administrés par le personnel militaire et policier et leurs agents, sous le contrôle des membres militaires et civils serbes de Bosnie du comité de crise, de la cellule de crise. De plus, d'autres membres de la police et de l'armée, ainsi que des civils qui n'étaient pas affectés directement au personnel chargé de la garde des camps, bénéficiaient d'un accès illimité à toutes les installations de détention et opéraient en conjonction avec le personnel contrôlant ces installations. Dans aucun des camps, les détenus n'ont bénéficié des protections juridiques appropriées et leur incarcération n'était pas justifiée par des impératifs militaires. Ils étaient incarcérés principalement en raison de leur identité religieuse et ethnique. Les conditions d'existence dans les camps d'Omarska, de Keraterm et de Tornopolje étaient abjectes et exécrables. Le personnel militaire et policier bosno-serbes chargés de ces installations, leur personnel et d'autres personnes circulant dans ces camps, relevant tous du pouvoir et du contrôle de la cellule de crise, ont tué, infligé des violences sexuelles, torturé et porté des atteintes physiques et psychologiques graves aux détenus de ces camps. À Omarska et Keraterm, les camps étaient intentionnellement administrés d'une façon visant à soumettre les détenus à des conditions d'existence destinées à entraîner leur destruction physique dans l'intention de détruire en partie la population des musulmans de Bosnie et des Croates de Bosnie en tant que groupes nationaux, ethniques ou religieux. Des violations graves du droit international humanitaire d'une nature comparable ont été commises dans les camps d'Omarska et de Keraterm. Les détenus ont été constamment soumis ou forcés à assister à des actes inhumains, y compris le meurtre, le viol et des sévices sexuels, la torture, des violences et des vols, ainsi que d'autres formes de violence mentale et physique. Les rations alimentaires quotidiennes fournies aux détenus n'étaient rien d'autre que des rations de famine. Les soins médicaux dispensés aux détenus étaient insuffisants ou inexistants et les conditions sanitaires générales prévalant dans ces camps étaient extrêmement inadéquates. À Omarska, les prisonniers étaient entassés avec de rares installations d'hygiène personnelle ou aucune installation de ce type. Ils recevaient des rations alimentaires de famine une fois par jour et n'avaient que quelques minutes pour se rendre à la cantine, manger et quitter la cantine. Le peu d'eau qui leur était fournie était souvent pollué. Les prisonniers ne disposaient ni de vêtements de rechange ni de literie. Ils ne recevaient aucun soin médical. Les meurtres et sévices graves infligés aux prisonniers étaient monnaie courante. Les gardes du camp, qui appartenaient au personnel policier et militaire, ainsi que les autres personnes qui venaient au camp pour infliger des sévices corporels aux prisonniers, utilisaient pour ce faire toutes sortes d'armes, notamment des matraques en bois, des barres métalliques et divers outils, des morceaux de câbles de gros diamètre, des crosses de fusil et des couteaux. Des détenus, hommes et femmes, ont été frappés, violés, ont subi des sévices sexuels, ont été torturés et humiliés. Des centaines de détenus, dont pour certains l'identité est connue et pour d'autres inconnue, n'ont pas survécu à leur séjour au camp. Le camp de Keraterm était situé dans une ancienne usine de carrelage à Prijedor. Les conditions d'existence des prisonniers
était semblable à celle qui régnait dans le camp d'Omarska. Les détenus étaient si entassés dans les 4 salles qu'en de nombreuses occasions, il leur était impossible de s'allonger. Ils n'étaient pas autorisés à se déplacer librement dans le camp. Qu'ils aient été incarcérés dans des salles ou à l'air libre, ils ne pouvaient se déplacer que lorsqu'ils y étaient précisément autorisés et généralement uniquement pour recevoir leur ration de famine ou pour se rendre aux toilettes. Quotidiennement, les responsables hiérarchiques du camp, les gardes du camp, membres de la police et de l'armée, ainsi que les autres personnes qui venaient au camp infliger aux détenus des sévices corporels, ont soumis les détenus à des conditions inhumaines, à des violences physiques, à de constantes humiliations, à des dégradations et à la peur de la mort. De nombreux détenus ont été exécutés dans le camp. En une seule nuit de juillet 1992, plus de 150 hommes en âge de combattre dans la région de Brdo ont été exécutés. Les sévices corporels graves étaient monnaie courante. Toutes sortes d'armes étaient utilisées pour infliger ces sévices, notamment des matraques en bois, des barres de métal, des battes de baseball, des morceaux de câbles de gros diamètre, des crosses de fusil et des couteaux. Les sévices corporels, violences sexuelles, tortures et autres actions cruelles et humiliantes étaient généralement infligées sous les yeux des autres détenus et s'accompagnaient de commentaires péjoratifs et humiliants adressés aux victimes ou à leurs familles et de menaces d'ordre plus général adressées aux autres détenus. Après avoir été frappés, torturés ou avoir subi des sévices sexuels, les détenus étaient transportés, tirés ou contraints de ramper jusqu'à la salle où ils étaient incarcérés sans bénéficier d'aucune forme de soins pour traiter leurs blessures. Des centaines de détenus, dont pour certains l'identité est connue et pour d'autres inconnue, n'ont pas survécu à leur séjour au camp. Le camp de Tornopolié a été créé sur le site d'une ancienne école et des bâtiments environnant cette école dans le village de Tornopolié. C'était le camp le plus important et l'endroit où les femmes, enfants et personnes âgées de la population musulmane et croate de Bosnie ont été incarcérés. Certains hommes en âge de combattre ont également réussi à se rendre directement au camp de Tornopolié. Les bâtiments du camp ont été rapidement remplis et les détenus en surnombre ont dû s'abriter dans des tentes de fortune faites de feuilles de plastique ou de matériaux de rebut, à moins de rester en plein air, à l'air libre, dans les prés. Les installations sanitaires étaient extrêmement insuffisantes. Des rations alimentaires minimales étaient fournies de façon sporadique. Les femmes détenues ont fini par être autorisées à quitter le camp pour chercher de la nourriture dans le village voisin. Le camp a servi de point de départ pour la déportation massive de toutes les personnes qui avaient survécu aux premières attaques, ainsi qu'au régime subi dans le camp. Il a aussi servi un but beaucoup plus sinistre. Les sévices sexuels, le viol et la torture infligés à bon nombre de femmes détenues par le personnel du camp qui appartenaient à la police ou à l'armée, ainsi que par d'autres membres des unités militaires de la région qui venaient au camp dans ce but précis. Dans de nombreux cas, les femmes et les jeunes filles étaient emmenées hors du camp où elles étaient violées, torturées ou bien subissaient des violences sexuelles en d'autres lieux également. De plus, de nombreux prisonniers, hommes et femmes, ont été tués, frappés ou ont subi de mauvais traitements physiques et psychologiques de la part du personnel du camp et d'autres Serbes et Serbes de Bosnie autorisés à pénétrer dans le camp. Entre le 30 avril 1992 et le 31 décembre 1992, Simo Doljača et Milan Kovačević, de concert avec d'autres, ont organisé, dirigé et ordonné la création des camps d'Omarska, de Keraterm et de Tornopolié, ainsi que l'incarcération dans ces camps de musulmans de Bosnie et de croates de Bosnie, originaires de la municipalité de Prijedor, dans des conditions d'existence calculées
pour entraîner la destruction physique des détenus dans l'intention de détruire en partie les groupes des musulmans de Bosnie et des Croates de Bosnie en tant que tels. De surcroît, entre le 30 avril 1992 et le 31 décembre 1992, Simo Doljača et Milan Kovačević savaient ou avaient des raisons de savoir que leurs subordonnés qui faisaient partie du personnel de ces camps de détention tuaient ou infligeaient des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale des musulmans de Bosnie et de Croates de Bosnie, dans l'intention de les détruire en partie en tant que groupe national, ethnique ou religieux, ou l'avaient fait, et qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les 10 actes ne soient commis ou en punir les auteurs. Par ces actes et omissions, Simo Doljača et Milan Kovačević se sont fait les complices d'un acte de génocide punissable en vertu des articles 43E et 71, 4, 3E et 7, 1 et 3 du statut du tribunal. You've heard the indictment. Merci, Monsieur Boss. Monsieur Kovačević, pouvez-vous vous lever? Vous avez entendu la lecture de l'acte d'accusation. De quelle façon est-ce que vous plaidez par rapport aux charges qui pèsent contre vous dans cet acte d'accusation? Monsieur Kovačević, comme je l'ai fait tout à l'heure, j'ai déjà fait une déclaration et je maintiens cette déclaration en ce moment. Je maintiens la même déclaration. J'ai compris ce qui m'a été lu et je crois vous avoir apporté une réponse. Le Président, je crains de devoir vous demander d'être plus explicite. Ce que je vous demande, c'est la chose suivante. Est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable? Monsieur Kovačević, je dis que je ne suis pas coupable et que je remercie, je le redis, Dieu et l'objectivité de ce tribunal. Le Président, merci. Vous pouvez vous asseoir. Vous serez confié à la garde du tribunal et mis en détention dans le centre de détention du tribunal jusqu'à nouvel ordre. Maître Pantelić, est-ce que vous avez reçu et lu les documents qui accompagnaient l'acte d'accusation? Ces documents vous ont-ils été remis? Maître Pantelić, Monsieur le Président, j'ai reçu ces documents à peine quelques minutes avant le début de la présente audience. Je suis donc maintenant en possession de ces documents et j'ai bien sûr besoin de quelque temps pour en prendre connaissance. Le Président, bien sûr. Ces documents correspondent-ils aux documents décrits dans l'article 66 du règlement? Maître Pantelić, oui, Monsieur le Président. Ils sont fournis en vertu de l'article 66. Le Président, oui. L'article 73 prévoit des exceptions préjudicielles. Est-ce que vous prévoyez de présenter de telles exceptions préjudicielles? Mais je vous pose cette question parce que nous avons besoin de savoir ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui. Maître Pantelić, oui, Monsieur le Président, j'ai l'intention de présenter un certain nombre d'exceptions préjudicielles conformément aux dispositions du règlement de procédure, et ce, dans le délai prévu de 60 jours, n'est-ce pas? Le Président, oui, ce matin, j'ai rendu une ordonnance qui prévoit le dépôt des exceptions préjudicielles. Maître Pantelić, oui. Le Président, merci. Maître Niemann, êtes-vous prêt pour le procès? Maître Niemann, oui, Monsieur le Président, nous sommes prêts pour le procès, mais j'aimerais corriger ce qui est sans doute un malentendu. Tous les documents ne correspondent pas à la description qui figure dans l'article 66A. Certains documents ne peuvent être fournis qu'après réception de la version définitive du compte-rendu d'audience qui est mentionné dans ces documents. Et puis, Monsieur le Président, il y a également deux déclarations préliminaires de témoins qui relèvent d'ordonnances demandant des mesures de protection. Ces deux dépositions préliminaires n'ont donc pas encore été fournies.
Mais pour peu que ces quelques questions soient réglées et pour peu que les difficultés liées aux mesures de protection soient surmontées, pour peu que le procès-verbal soit reçu, ces documents seront fournis à moins que nous ne présentions des requêtes correspondantes devant la Chambre d'instance. Le président, très bien, Maître Niman, absolument. Maître Pantelic, vous serez prêt pour le début du procès, bien sûr, après avoir reçu les documents dont vient de parler Maître Niman. Maître Pantelic, oui, Monsieur le Président, je suis prêt à ce que le procès commence. Le Président, merci. Eh bien, je ne propose donc pas de date pour le début du procès. Je pense que c'est encore prématuré à l'heure actuelle, mais je pense qu'il serait souhaitable de fixer une date pour une conférence de mise en état. Maître Niman, est-ce que vous pensez à une date qui conviendrait pour cette conférence de mise en état? J'ai pensé que le 10 octobre serait une date appropriée compte tenu des délais à respecter. Maître Niman, c'est une date qui conviendrait tout à fait à l'accusation. Le Président, Maître Pantelic, je sais que cette date a l'air assez distante, mais est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à cette date? Maître Pantelic, pour ce qui me concerne, Monsieur le Président, je suis d'accord avec cette proposition. Le Président, bien entendu, si des événements devaient survenir qui exigent que vous disposiez d'un délai supplémentaire, il vous faudra le demander. Maître Pantelic, oui, Monsieur le Président, mais je crois que nous pourrons respecter ces délais. Nous pourrons nous organiser. Le Président, très bien. Dans ces conditions, je fixe la date du 10 octobre comme date déterminée aujourd'hui pour la tenue de la première conférence de mise en état dans cette affaire. Je m'adresse maintenant aux deux parties. Si quelque problème que ce soit devait surgir dans l'intervalle, il ne fait aucun doute que la Chambre de première instance en serait informée par l'intermédiaire du greffe et nous verrons ce qu'il est possible de faire pour régler ces problèmes. Y a-t-il d'autres questions en suspens, Maître Niman? Maître Niman, du point de vue de l'accusation, non, Monsieur le Président. Le Président, Maître Pantelic,